RCF. Voilà, évidemment, il y a un petit changement d'horaire ce matin puisqu'on passe à l'horaire d'été. C'est donc un petit peu plus de 10 heures, mais la salle commence à être bien remplie pour cette édition de Fête des Jeux. Tout le monde est sur le pont. Hier, ça s'est bien passé, Martine? Ça s'est très bien passé hier, avec beaucoup de monde l'après-midi. On est agréablement surpris ce matin de voir qu'il y a déjà beaucoup de monde. À 10h moins 5, il y avait les premiers qui arrivaient, malgré le changement d'horaire qui nous faisait craindre que les gens dorment. Non, ça s'est très bien passé et on a vu des gens repartir très contents. Et c'est ça notre plus grande satisfaction. Voilà, l'objectif, c'est le sourire, c'est les familles aussi, parce qu'on se retrouve parfois avec les grands-parents, les parents, les petits. Alors, vous êtes, je regarde... Je suis responsable de ce petit stand, là où on propose l'Odyssée de la grenouille, des cerfs-volants, on a aussi des caplans, on a beaucoup de coloriage. Les enfants aiment bien aussi prendre un petit temps calme, parce qu'ils se sont beaucoup investis sur les différents jeux. Et puis les parents nous les amènent pour un petit moment plus calme. Pour eux-mêmes. Voilà, être des grands enfants. Et d'ailleurs, quelquefois, il y a des papas et des mamans qui font de très jolis coloriages. Formidable. Alors, c'est vrai que pardonnez-moi l'expression, mais c'est la banane qui frappe quand on arrive chez vous. C'est-à-dire, il y a des gens qui se connaissent, et puis l'organisation du Lions, là, c'est huilé. Alors, votre responsabilité? Alors moi, je suis plus terre à terre, je suis à la buvette. Très très important. Et je soutiens le moral des troupes, oui, en faisant les crêpes, ce qui n'est pas une petite affaire. Hein. Oui, parce que c'est pas trop votre spécialité dans la vie. Pas tout à fait, mais enfin on s'adapte. Hein. Quand on est lion, on est au service, donc il n'y a pas de problème. Vous avez rappelé la devise des Lions, au service. Exactement. Martine, vous êtes fière de vos troupes? Je suis très fière de mes troupes, qui ne sont pas mes troupes, mais de tous les membres du club qui s'investissent sans compter. Je suis fière aussi des exposants. On a donc notre partenaire habituel Tapis Vert, les créateurs de jeux stéphanois, des expositions de Lego, le mécano qui fait faire plein de petits montages aux enfants qui redécouvrent ça avec un grand plaisir. Et les grands, les yeux qui brillent aussi. Moi, j'en ai vu un tout à l'heure. Et j'ai vu des grands qui faisaient du mécano, mais on dira pas qui. Hein, voilà. Les jeux en bois fonctionnent parfaitement bien comme d'habitude. Notre association Villardaire, Éveil, Forme et Loisirs, que vous connaissez bien, avec le parcours pour les tout petits. On va aller les voir, c'est toujours un bonheur. Vous irez les voir et ça fait voir qu'effectivement, on peut venir de 6 mois à 90 et quelques années. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Avec aussi question pour un champion, des chiffres et des lettres, les jeux de dames. Une nouveauté cette année, un circuit de voitures radiocommandées assez extraordinaire que vous avez vu. Oui, on est allé les voir et mon collègue Jean-Marc qui réalise les émissions est passé de l'autre côté pour discuter avec le gérant du magasin c'est des jeux vraiment pour les adultes et ils disent ce qui est génial, c'est que on se retrouve. L'un est médecin, l'autre est... Et le jeu fédère tout le monde. Plus de classe sociale, plus d'images, Le Lions Club, c'est de faire découvrir, de se faire rencontrer, c'est l'intergénérationnel, c'est extraordinaire. Et on retrouve ça ici. Hein. On retrouve ça ici, tout à fait. Voilà, écoutez, bravo. On vous invite à venir toute la journée. Jusqu'à quelle heure? Alors, on fermera les portes à 18h impérativement, donc essayez de venir plutôt en début d'après-midi pour en profiter. Et avec un petit peu moins de monde peut-être. Voilà, je peux vous dire qu'il y a des gens qui sont venus hier dans la matinée, qui ont mangé un petit bout sur place et qui sont repartis à 3h ou 4h de l'après-midi. Et on en a même vu revenir. Voilà. Super. Merci à Jean-Marc. On vous laisse à vos tâches d'organisation. Et puis nous, on va continuer à jouer parce qu'on est quand même, malgré mon grand âge, malgré l'âge moyen de mon collègue, on est quand même resté des enfants. C'est bien, c'est bien. Merci à vous, merci à Jean-Marc. Et rendez-vous plein Achille. Voilà. À la salle Omnisport de Saint-Étienne pour ce salon jeu en fête avec à mes côtés Stéphane, bonjour. Bonjour.
Vous travaillez dans un magasin bien connu de tous les Stéphanois, ça fait plus de 40 ans que ça existe. Rue de la République, il s'agit de Mirage. Alors quelques mots sur cette institution, on va dire, dans l'univers du modélisme. C'est un très ancien magasin de Saint-Étienne. On est là depuis 47 ans maintenant. Donc on était spécialisé dans le modélisme, donc c'est quelque chose qu'on fait depuis le début. Et maintenant on fait l'activité jouet en plus. Voilà, on se situe au centre de Saint-Étienne. Alors le modélisme, bien sûr, sont des véhicules, mais pas que, c'est aussi des petits soldats. C'est tous ces petits objets qui sont à modèle réduit, c'est ça le modélisme. C'est ça, donc on fait de la miniature, de la maquette, des voitures radiocommandées, des drones. C'est un ensemble de jouets assez technologiques. Et aujourd'hui, donc, vous présentez des véhicules, alors on peut dire c'est des véhicules radio-guidés, c'est comme ça que ça se présente. Il y a différents termes, radiocommandés, radioguidés, télécommandés, donc en fonction des personnes. Mais le principe reste le même, c'est des voitures radiocommandées. C'est des voitures donc qu'on pilote grâce à ceci, une télécommande. Alors ce qui a évolué au fil des ans, c'est que avant c'était des véhicules à moteur thermique. Maintenant tout ce que vous présentez ici, c'est des véhicules à moteur électrique. Oui, alors on a toujours des voitures à moteur thermique. La majorité en fait du parc est de la voiture électrique qui ont vraiment évolué et qui en termes de vitesse peuvent aller à plus de 100 km/h et fonctionner aussi vite que les voitures thermiques. Aussi vite, avec des reprises beaucoup plus importantes parce que le moteur électrique a la faculté d'avoir des reprises, des accélérations fulgurantes. Ça pollue moins, on casse moins, c'est ça un petit peu ? Oui, c'est ça, et puis ça permet de tourner dans ces environnements-là, parce que là, avec du thermique, ça serait compliqué. Donc là, on peut avoir les performances du thermique en salle, avec effectivement plus de couple, plus de vitesse, quelque chose de très agréable. Ici, vous présentez donc un petit circuit avec du pilotage. C'est du pilotage que vous présentez. Voilà, donc là, on a des voitures qui sont plutôt pour la piste, c'est les plus basses, et on a des voitures tout-terrain. Donc là, on présente un peu les deux avec le petit saut. Donc c'est les deux types de voitures qu'on peut retrouver. Le tout-terrain, c'est pour rouler à des vitesses, on va dire 40-50 km/h, c'est près ça. Puis les petites voitures basses, c'est vraiment pour faire de la vitesse et faire vraiment des compétitions. Oui. Alors les thermiques ont beaucoup évolué dans ce sens-là. On a des thermiques qui peuvent prendre, comme celle-ci, presque 100 km/h quand même. Voilà. Donc 100 km/h. Alors, c'est un châssis, un moteur, on met ce qu'on veut comme moteur, on a le choix de plusieurs puissances et puis après c'est l'habillage, c'est un petit peu ça le modélisme, c'est monter la partie qui permet aux roues de tourner et puis c'est décorer une coque selon son goût, c'est vraiment la personnalisation. Oui, effectivement, surtout ces voitures que vous voyez là, en fait, celles-ci on a des voitures qui sont livrées en pièces, donc on va les monter de A à Z, les carrosseries vont être transparentes, on va pouvoir les peindre, mettre un moteur pour aller rouler à 45 km/h, mettre un moteur pour aller à 90 km/h, mettre des options si on veut faire un petit peu de personnalisation, donc on fait vraiment ce qu'on a envie. Combien de pièces dans une voiture comme celle-là, comme la réplique de la BMW E30 M3 ? Alors, je me suis jamais trop posé la question, mais à mon avis, on doit être avec toutes les petits écrous, les petites pièces, de 300 pièces. Pour monter un véhicule comme ça, c'est combien ? C'est plusieurs heures ? Je dirais, si, avec la carrosserie qui est souvent assez long, parce qu'on essaie de faire quelque chose d'assez joli, une dizaine d'heures. Une dizaine d'heures. Alors, c'est bien sûr alimenté par des batteries, par des piles. Autonomie, combien ? C'est très variable. Ça, c'est les choses qui ont beaucoup évolué ces derniers temps avec justement les nouvelles batteries. On peut avoir les batteries standards, c'est un petit quart d'heure. Et les batteries options, on peut aller au-delà d'une heure. Quand nous, on roule ici, on roule 1 heure avec les batteries. Alors, on le voit, vous êtes une bande de copains. C'est surtout ça, quand on fait du modélisme, c'est pouvoir faire des compétitions entre copains. Voilà, c'est ça. Et puis là, c'est de se retrouver dans un cadre convivial comme celui-ci, où on a pu faire essayer les autos à des enfants pour découvrir un peu la voiture radiocommandée, et à côté faire des démonstrations avec un peu plus de puissance, faire des sauts, montrer un petit peu ce qui existe en radiocommande. Vous dites faire des sauts, c'est pas trop fragile ? Non, parce que c'est vraiment étudié par rapport à du jouet ou autre, c'est des pièces qui sont beaucoup plus costaudes en fait. Donc on en casse un petit peu quand même, mais c'est plus les barrières. C'est plus ces barrières. Vous participez à des championnats ? Alors, il existe beaucoup de championnats dans toutes les catégories. Nous, actuellement, avec le magasin, on a moins de possibilités, mais on participe à des événements comme ceci. La question qui va peut-être être un peu fâchée, c'est cher. Combien ça coûte d'avoir un véhicule comme ceci ? C'est à la portée de tout le monde ? Alors, c'est un peu plus cher que du jouet, parce que la qualité est meilleure. Mais par exemple, cette BMW qui est ici, on va commencer à 130 €. La voiture avec le moteur, le variateur, et 90 € d'électronique.
Donc le modélisme, c'est à la portée de pratiquement tout le monde. 90 €, c'est le prix d'une grosse maquette qu'on peut acheter en grande surface. Oui. Bah là, on avait des personnes qui étaient étonnées de voir des voitures aussi rapides et s'attendaient à des prix totalement différents. Voilà, quelqu'un qui veut débuter pour 200 €, tout compris, avec les batteries, on peut avoir une auto qui prend 45 km/h en piste ou en buggy. Bon, vous êtes quand même resté un grand enfant. Quand on joue avec ce genre de modèle réduit, c'est qu'on est resté, on a tous une âme d'enfant. Oui, encore plus avec le magasin Mirage où j'y allais. Moi, effectivement, quand j'étais tout petit, j'ai acheté mes premières voitures là-bas. Donc c'est un peu la boucle qui est bouclée. Et effectivement, on reste des grands enfants. La preuve, on va rouler pendant 2 jours et s'amuser, faire partager notre passion un petit peu à tout le monde. En tous les cas, venez découvrir le magasin Mirage, rue de la République à Saint-Étienne. C'est vraiment une institution. Un numéro de téléphone, des heures d'ouverture. Alors du mardi au samedi, de 10h à 18h45, on est ouvert du temps de midi, sauf le jeudi. Et le téléphone 04 77 33 06 24. Et bien sûr, le site internet, les réseaux sociaux, voilà. On peut nous retrouver facilement. Merci beaucoup Stéphane, et puis merci à Jean-Claude qui réalisait ce reportage. Devant un billard avec Sonia. Sonia, une championne stéphanoise qualifiée pour les championnats de France féminins. Bravo madame. Merci beaucoup. Alors on va découvrir avec vous le billard français, plusieurs sortes de billards. Oui, absolument, il existe différentes... déjà, le billard en lui-même, il existe des billards à poche, donc avec des trous, des billes avec des numéros, parce qu'on appelle ça une bille et pas une boule. Une bille. Voilà, c'est une bille, d'où le mot billard. Voilà. D'accord. Bah oui, ouais, tout à fait. Et puis moi, ma spécialité, c'est le billard français, donc un billard qui n'a pas de trou. Et il y a 3 billes sur le tapis et le but du jeu, avec une des 2 blanches, c'est de toucher les 2 autres. Alors on va les regarder, donc ces billes... Donc une pointée, une blanche pointée. Pointée, c'est le petit... C'est le petit point qui se trouve à chaque hémisphère. Voilà, qui permet de la repérer. Voilà, tout à fait. Et une bille totalement blanche. Voilà. Donc au début de la partie, il est déterminé par un tirage qui va commencer. Celui qui commence prend toujours la bille blanche. Et le deuxième aura tout le long de la partie l'autre bille. Voilà. Donc on joue à 2 contre 2. On joue à 1 contre 1. Ouais, tout à fait. Voilà. Alors, ça paraît facile quand on voit les champions. Ça paraît facile. C'est certainement d'une difficulté incroyable. Alors Jean Marty, qui a été multiple champion du monde, parlait du billard en parlant d'une grande illusion. Ah, l'illusion, c'est la facilité. Voilà, l'illusion de la facilité. Ah ouais. Ça demande beaucoup d'années, beaucoup d'abnégation et de patience surtout, il faut être très patient. Alors au club de Saint-Étienne, un club qui a maintenant presque une quarantaine d'années, j'ai l'impression, Tout à fait. en plein centre de Saint-Étienne, En plein centre. plein de gens se retrouvent. Oui, absolument, on a plus de 40 adhérents et parmi nos adhérents, on a quasiment 40 licenciés. Donc on a encore des anciens qui, eux, ne veulent plus faire de compétition, chose que je peux concevoir. Donc ils viennent avant tout pour voir leurs amis et puis passer faire une partie quand même. Voilà, faire parce une qu'il y a le partie. plaisir de la compétition. Oui, bien sûr. Contre soi et puis contre les autres. Ouais, tout à fait. Alors, vous êtes arrivé au billard comment ? Alors complètement par hasard, j'avais 16 ans, je cherchais à faire une activité en dehors de l'école et mon père m'a emmené dans une salle de billard. J'étais très étonnée de savoir que mon père jouait au billard. Ah bon ? Oui, oui, je ne savais absolument pas qu'il jouait au billard dans sa jeunesse. Et puis j'ai très vite accroché. Voilà, j'ai trouvé ça très sympa. Alors, il y a des personnes qui arrivent complètement sans compétence à votre club, et puis il y a de l'initiation, il y a de... Alors il y a des cours, on donne des cours 2 fois par semaine, donc les lundis soirs et les mercredis soirs. Donc il y a tous les niveaux. On a des gens qui vraiment n'ont jamais touché une queue de billard, n'ont jamais même vu vraiment comment ça fonctionnait. Alors qu'il y en a d'autres qui reviennent en fait au billard, qui n'ont pas joué pendant 25, 30 ans, 40 ans, et puis qui arrivent à un certain âge, ont envie de revenir aux sources, pour ainsi dire. Eh bien, vous allez nous montrer, alors, si vous voulez bien, une démonstration. Alors, pour comprendre, eh bien, c'est vous qui allez guider, moi je vais me taire et vous allez m'expliquer comment vous faites et en quoi ça consiste. D'accord. Alors, peut-être la canne d'abord, et puis alors, tout le monde connaît... Donc ça s'appelle un bleu, parce que communément c'est bleu. Après, il en existe de toutes les couleurs. C'est donc du grès.
Un grès que l'on va passer sur le procédé pour éviter que, puisque le procédé est en cuir, pour éviter de glisser sur la bille. Parce qu'au bout d'un moment, ça glisse. Quoi, bien sûr. Et le cuir, c'est pour pouvoir mettre tous les effets possibles. Tout à fait. Tout à fait, oui, oui. Parce que, bon, on tape tout droit quand on est ignorant, mais vous la prenez sur les côtés, c'est ça? Moi, je la prends sur les côtés, je la Allez, prends faites-nous en haut, voir. Allez, c'est parti. Donc ça, c'est un rétro, c'est classique. On s'en sert pour le rappel des billes, notamment, et pour un maximum de fois regrouper les billes. Donc, voilà, c'est en rétro, c'est facile, oui, parce que c'est un coup de base pour un champion. Il est classique. Voilà, il est classique. Ensuite, son contraire, donc le coulé. Donc au contraire, vous allez avancer. Là, on se dit, on ne peut pas toucher celle-ci, puis celle-ci. Si, on peut. C'est pas possible. Voilà. Alors là, je commence. Vous me parliez d'illusion tout à l'heure, c'est exactement ça. Oui, mais oui. Parce qu'on a l'impression que les billes vont où vous avez envie qu'elles viennent, alors que c'est pas du tout leur trajet normal. Non, pas du tout. Non, on défie les lois de la physique. Allez, alors maintenant elles sont là. Eh bien. Alors, ce qui me frappe, c'est la délicatesse. Tout doux, là. Très délicat, il faut être très très délicat. Si vraiment on a envie qu'elle reste regroupée, il faut jouer le plus doucement possible, bien sûr. Allez, faites-nous voir un coup incroyable. Un coup incroyable. Parfois, la canne est dans le dos, on voit dans les films. Dans les films, oui. Dans les films, Dans les films, oui, ça fonctionne. alors, un très coup bien. incroyable, dites-nous. Donc, un massé. Ah, oula, attention. Voilà. Oh. Donc, il s'agit de faire tourner la bille en fait sur elle-même. Non mais Mais non, c'est pas dur. ah non, c'est pas dur. Non, ça paraît, mais non. Non, C'est l'illusion. Voilà, c'est l'illusion. Et puis alors, en regardant tout simplement, on voit que vous ne frappez pas la bille, mais vous la Non. touchez à des endroits très très différents. Bien sûr. Bien sûr, c'est ce qui permet de donner tel ou tel effet sur la bille. Des effets rétro, des effets sur les côtés. On a l'impression qu'elle danse un peu. Oui. Oui. On est chef d'orchestre, on a nos musiciens et puis on a les billes qui dansent selon la musique. Super. Allez, faites-nous encore, mais pour le plaisir, peut-être enchaîner 2, 3 ou 4 cours rapides. Parce que votre jeu consiste là, pour ce type de compétition, à enchaîner rapidement, à enchaîner le plus de coups possible en respectant la règle. Tout à fait. Votre record? Mon record a été de 65 points, je crois. C'est En compétition. Hein. ça, voilà, en jouant 65 fois sans que les billes vous échappent. Tout à fait. Ouais. Alors 2 ou 3 fois fastoche là. Et ça fait 25 ans que je joue aussi. Donc, Respect. ouais. Respect. Donc ça, c'est la position américaine. Donc c'est ce qui permet à nos grands champions de faire des séries de 250, 300. Voilà. Donc le but, voilà, on les garde. Ah, c'est plus compliqué là. Alors, on parle parfois de carambolage. C'est un terme de billard. Oui, tout à fait. Ouais, Allez, vous nous faites un carambolage pour finir. Alors, c'est quoi un carambolage? Voilà. Un coup assez fort. Attention, c'est parti. Ah, et elle revient. Et voilà. pour Et que- c'est le but. C'est pour ça qu'on joue assez fort. C'est pour faire revenir la 2 au plus proche. De façon à ce que vous ayez... Voilà. Oh là là. Écoutez, merci pour Je vous en cette leçon. Bravo. À travers vous, on salue. On les appelle comment, les joueurs de billard d'ailleurs? Les billardeurs Les billardeurs Voilà. et les billardeuses. et les billardeuses. Tout à fait. Respect, madame la billardeuse, et bonne chance au championnat de France. Oui, merci. Merci beaucoup. Merci à Jean-Marc pour la réalisation. Merci.
Salle Omnisport de Saint-Étienne avec à mes côtés Michel, bonjour. Bonjour. Alors là, on est devant une maquette de train. Vous êtes passionné de modélisme. Alors passionné de modélisme, passionné de train, hein, depuis la plus tendre enfance. Et c'est vraiment pour moi un moyen d'évasion dans la mesure où en créant des petites scènes comme ça, je crée un monde à part, un monde différent qui permet l'évasion. Outre le fait de travailler la maquette, il y a dans l'idée de changer de lieu, changer d'endroit par rapport à mon quotidien et c'est très important. Pourquoi le train ? Ben écoutez, j'en sais vraiment rien. Je sais que quand j'étais gamin, j'aimais beaucoup les trains à tel point qu'un jour on est passé un passage à niveau avec mes parents. J'ai fait un tel caprice que mon père s'est arrêté. On est allé demander à la garde barrière pourquoi le train ne passait pas. Mais c'était pas le moment de passer et j'étais déçu. Comme ça, c'est comme ça que j'ai aimé les trains. L'avantage du train en modèle réduit, c'est qu'il y a le plaisir de la construction, de la conception, de la construction et aussi de l'exploitation derrière. Il y a un côté ludique, un côté jeu, en faisant bouger les trains, en faisant des manœuvres qu'on essaye de faire le plus réaliste possible par rapport à la réalité. Et c'est tout cet ensemble qui m'attire vraiment, moi, tout ça côté. L'originalité aujourd'hui, c'est que votre maquette repose sur des tables à repasser. Voilà. Alors l'origine, ça vient d'un défi qui avait été lancé par une revue qui s'appelle Loco Revue, hein, loco de diminutif de locomotive, qui, participant à une manifestation, avait lancé l'idée de faire un défi à qui voulait bien le relever, de construire une maquette de train fonctionnelle sur une planche à repasser. Donc c'était en 2012 et la manifestation avait lieu un an plus tard. C'était une exposition à Sedan dans les Ardennes. En 2013, on avait donc un an pour construire une maquette de train sur une planche à repasser. Et de ce fait, j'ai trouvé que c'était très pratique puisque la planche à repasser, ça ne tient pas beaucoup de place quand c'est plié. Quand on la relève, c'est vite fait pour la mettre en place, c'est stable, on a juste à poser les maquettes dessus, les boulonner et ça va très bien, c'est très efficace comme support, plutôt que de construire des supports plus ou moins solides, à boulonner, à régler de façon difficile. Là, ça marche très bien tout seul. Voilà pour... Et puis, ça prend pas de place pour pouvoir la stocker chez soi, donc ça fait 30 cm de profondeur, c'est ça. Voilà, cette maquette-là est construite comme une maquette qu'on appelle une maquette étagère, un réseau étagère, puisque la profondeur du train, c'est 30 cm de profondeur. Ça présente donc deux avantages. Le premier, je viens de le citer, c'est la place réduite sur le local où on le met. Et deuxième avantage qui est très flatteur, c'est que le moindre détail qu'on va faire va se voir. Parce que si vous faites un réseau de 60 cm, 1 mètre de profondeur, le petit détail à 1 mètre de profondeur, personne ne le verra. Là, tout le monde le verra. Les gens sont beaucoup plus dans l'ambiance de la maquette que sur une maquette immense. La maquette, on va en parler. Alors, ce sont des trains qui datent des années 40, 50, 60. Moi, le repère que j'ai, c'est les petites voitures que vous avez mis pour illustrer cette maquette. Oui. On voit la 4L, la DS familiale, les petites Peugeot, c'est ça. Tout à fait, voilà. La maquette en elle-même peut se situer dans les années 50 jusqu'à 70, même quelquefois je peux utiliser jusqu'aux années 80, tout dépend du matériel roulant que je fais tourner. Là, aujourd'hui ici à Saint-Étienne, j'ai apporté du matériel roulant des années 65-70. Hein. Mais je peux apporter du matériel roulant vapeur qui est plutôt années 50. Les premiers diesels de ligne, ça c'est plutôt fin 50, début 60. Cela au milieu des années 60 jusqu'en 70, et j'ai d'autres maquettes de train qui sont plutôt début des années 80. Voilà, ça me permet de couvrir ces zones-là. À quelle échelle ? Alors l'échelle qu'on appelle le HO, on va appeler H0 d'ailleurs, c'est le coefficient de réduction, c'est 1,87e. Et j'ai deux écartements, l'écartement voie normale, donc pour les trains de la SNCF, et de l'autre côté, la voie étroite pour le petit TACO, qu'on voit souvent dans les campagnes. Et ma gare, c'est une gare double terminus d'échange entre ces deux écartements, entre le train à voie normale SNCF, qu'on appelle le train à voie normale, en fait, hein, et le petit TACO à voie étroite derrière. Ce matériel roulant, vous le trouvez où ? C'est des clubs, c'est des sites d'annonces. Comment on fait pour pouvoir se procurer tous ces petits modèles ? Alors ces petits modèles sont produits industriellement. Alors, c'est des petites industries, ce sont des petites entreprises qui sont généralement conçues en Europe, en France, en Espagne, en Angleterre et fabriquées bien entendu en Chine. Hein. Et ça, on trouve ça dans des
les quelques commerces de modèles réduits qui nous restent. Hein. Je suis sur Lyon, j'habite sur Lyon. Il y en avait plusieurs sur Lyon quand je suis arrivé à Lyon il y a une quarantaine d'années. Maintenant, il y en a dans l'agglomération lyonnaise, il n'y en a plus qu'un seul qui reste en physique. Et sinon, évidemment, on trouve sur Internet. Et puis alors, pour l'anecdote, la photo qui est derrière nous, alors vous ne connaissiez pas du tout l'endroit où ça a été pris et vous avez découvert par hasard que la photo, c'était à Saint-Étienne, c'est le quartier de Côte-Chaude. Racontez-nous un petit peu cette anecdote. Voilà, alors l'anecdote, c'est que quand j'ai construit la maquette, j'ai trouvé dans le commerce, justement dans cette revue qui vend des accessoires, cette photo qui me convenait pour mon réseau. Donc je l'ai installée. Et c'était il y a 5-6 ans à peu près. Et la première exposition que j'ai faite avec ce réseau, elle était ici à Saint-Étienne par des copains qui ont le club à Saint-Étienne, des copains stéphanois. Et je l'ai présenté à la Bourse du Travail. Je ne savais pas d'où c'était, je faisais tourner mon train et je voyais les gens perplexes devant cette maquette. Alors, ils étaient perplexes non pas pour la maquette elle-même, mais en regardant le fond de décor. Je me demandais ce qu'il avait de particulier, ce fond de décor, jusqu'au moment où il y a une dame qui s'est criée « Mais c'est Côte-Chaude », elle avait reconnu le clocher de Côte-Chaude, qui est un quartier de Saint-Étienne. Alors, quartier que je ne connaissais pas du tout, et c'est là où j'ai découvert que, par hasard, j'ai une photo de Saint-Étienne que je présentais pour la première fois à Saint-Étienne sans le savoir. C'était très amusant. C'est formidable, c'est une sacrée anecdote. Pour revenir à la maquette, donc vous construisez de A à Z les décors, donc les petites maisons, les rails, c'est vous qui les installez, tout ce qui fait verdure, tout ce qui sert de verdure, et puis vous construisez le réseau électrique parce que tout ça, ça bouge. Donc vous concevez et vous construisez le réseau électrique. Alors oui, effectivement, toute la partie électrique, je la construis. Sauf que je fais très simple. C'est-à-dire que j'ai une alimentation, donc c'est une tension électrique de 12 volts courant continu, donc plus et moins, hein, qui alimentent les rails. Et dessous, j'ai 2 fils, un plus, un moins, qui sortent du transformateur et qui alimentent ces rails. La seule technique électrique, je dirais, que j'ai utilisée, c'est d'associer un interrupteur à chaque aiguillage. Donc il y a une commutation électrique en même temps que la commutation mécanique qui donne l'alimentation de la voie en rapport avec les rails pour faire circuler le train. Le train qui n'est pas donné mécaniquement par les voies est à l'arrêt puisqu'il n'est pas alimenté électriquement. C'est tout ce que j'ai fait, c'est très simple, ça marche, c'est fiable et ça me permet moi de le piloter avec mes mains plutôt que de passer par des systèmes sophistiqués électroniques, numériques et parfois même ordinateurs. Ouais, donc un inverseur pour pouvoir inverser la polarité, ce qui permet de faire une marche avant et une marche arrière, c'est ça. Ça se fait au niveau du transformateur. Je tourne le bouton du transformateur à gauche, le train part à gauche, je le tourne à droite, il part à droite, tout simplement. Voilà, ça change la polarité. Tout à fait, ça inverse les polarités. Vous avez combien de maquettes chez vous en stock? Vous en avez présenté une vingtaine à peu près, on va dire. Alors, j'ai dans ma collection actuellement 39 engins moteurs, entre locomotives vapeur, locomotives diesel et autorail. J'ai choisi de ne pas installer de matériel électrique. Alors, j'ai quelques locomotives électriques, tout simplement parce qu'elles sont alimentées par des fils aériens qu'on appelle des caténaires. C'est très difficile à mettre au point, surtout sur des maquettes qui sont destinées à être déplacées pour les expositions. C'est très fragile. Donc c'est la raison pour laquelle je n'utilise pas les électriques, qui sont malgré tout très bien. Et puis les wagons, j'en ai un certain nombre, je ne vais pas compter, je vais peut-être autant une quarantaine, peut-être une cinquantaine de wagons. Et vous êtes toujours à la recherche d'une pièce rare. Ça serait quoi la pièce rare prisée par les passionnés de modélisme? Alors les pièces rares, c'est très simple, il y a une pièce rare par modéliste. Donc on est à peu près 50 000 maquettistes ferroviaires en France, il doit y avoir à peu près 20 000 pièces rares. Ce qu'on appelle une pièce rare, c'est pas forcément un modèle de locomotive ou de train ou d'engin, c'est parfois un modèle qui est diffusé en grande diffusion, mais avec un détail très particulier, qui est bien spécifique à une locomotive qui a eu telle ou telle modification, ou telle couleur qui était différente, ou telle immatriculation qui était différente de toutes les autres de la même catégorie. Souvent, c'est ce qui se recherche. Pour moi, mon matériel rare, ce serait un autorail qui était un peu spécifique du Massif central, qui n'a
pas été reproduite à cette échelle-là depuis très longtemps, qu'on appelle un ADX2. C'est une appellation administrative. C'était un autorail qui était construit par Renault. ADX, c'était l'appellation Renault. Et 2 parce qu'il y avait 2 moteurs dessus. J'espère qu'un jour ce sera reproduit. Quand je rencontre des fabricants, je leur dis vous ne pouvez pas faire un ADX2 pour le moment, c'est pas prévu. Bon, peut-être qu'un jour ça viendra. En tous les cas, c'est une magnifique passion, un magnifique passe-temps. Vous continuez toujours à chercher des matériels. On vous avait dit tout à l'heure que vous aviez reçu une locomotive ou un wagon récemment, quoi. Oui, c'était une remorque d'autorail qui a été produite il n'y a pas très longtemps et que j'ai achetée, qui est toute neuve, qui est toute brillante. J'avais commandé du matériel. Alors, je recherchais, vous parlez de matériel rare, je recherchais un petit wagon petit wagon frigorifique de la société, bon, je peux donner le nom, Steph, qui est très connu. Et j'ai eu du mal à le retrouver parce que c'est un wagon qui a été produit il y a pas mal de temps par Jouef à l'époque où Jouef était fabriqué encore en France, dans le Jura. Et j'ai fini par le trouver chez un revendeur qui revend du matériel neuf, mais qui revend aussi du matériel d'occasion. Je l'ai commandé, je l'espérais l'avoir pour l'exposition de ce week-end, donc hier et aujourd'hui, et j'ai eu l'information comme quoi il est arrivé à la maison hier matin. Ça sera pour... De la maison vers 7h, il a dû arriver vers 10 ou 11h hier matin à la maison, c'est ma femme qui l'a réceptionné. J'aurais bien aimé avoir ce petit wagon. Bon, je l'aurai pour une prochaine exposition. Voilà, pour une prochaine exposition. Donc c'est vrai que quand on voit vos maquettes, on reste tous des grands enfants. On est tous des grands enfants. Non seulement on est tous des grands enfants, mais les maquettistes, on le revendique. Moi, quand on me dit vous êtes un grand enfant, je dis mais je suis content à mon âge d'être encore un grand enfant, d'avoir un comportement un peu puéril, de pouvoir surtout rêver, de pouvoir imaginer des situations comme ça, des réseaux, que ce soit à voie normale, à voie étroite. Alors moi, je suis plutôt spécialisé dans tout ce que type petits trains de campagne, petits trains secondaires, ce qu'on appelle les voies secondaires, les VNS, ça c'est un terme qu'on utilise en tant que maquettiste, ça veut dire VNS, ou même passionné de train, hein, ça veut dire voie normale secondaire. La voie normale étant l'écartement standard de la SNCF ou des grands réseaux même internationaux, par opposition à la voie étroite que l'on peut avoir dans les tacos. Une dernière question, on a Saint-Étienne, vous savez que nous avons le tram avec justement des voies étroites. Le tram, c'est un train urbain. Un jour, on verra peut-être un tram de Saint-Étienne sur une de vos maquettes. Alors, des trams, ça existe. Il y a des gens qui sont spécialisés dans les trams à voie étroite ou même certains à voie normale. Hein. On commence à voir aussi un modèle réduit des trams trains, ce qui est une nouveauté. Et il y a même des gens qui sont spécialisés dans les rames de métro, des métros parisiens. Alors, est-ce que le tram de Saint-Étienne existe ? Personnellement, je n'en ai jamais vu. Probablement, il doit bien y avoir quelque part un modéliste bricoleur stéphanois qui a dû, à partir d'un modèle standard du commerce, en faire une version Saint-Étienne. Il faudrait rechercher. Moi, j'en connais pas, mais ça se fait, oui. Industriellement, je n'ai pas de mémoire, connaissance d'un tram de Saint-Étienne. Merci beaucoup, Michel, de nous faire rêver, parce que c'est vrai, lorsqu'on est devant votre maquette, on rêve tous. Merci beaucoup, puis merci à Jean-Claude qui réalisait ce reportage. Merci. Merci à vous de m'avoir invité, de m'avoir interviewé. Bonne journée. Faites des jeux, le plaisir de retrouver Dominique. Vous avez créé, il y a maintenant quelques années, ce concept de proposer à des petits, des moyens, des gens un petit peu plus grands, des activités physiques, mais pas que. Oui. Et là, on a Hugo. Hugo, il a... Coucou Hugo, voilà. C'est un petit garçon qui a 11 mois normalement, mais qui a 3 mois de prématurité. Donc il a 8 mois. Donc voilà, donc là, il démarre très très bien parce qu'il est sur le ventre. Et donc moi, mon travail, c'est de parler aux parents de ce développement qui est toujours le même chez le bébé, de tous les bébés du monde. Voilà. Et c'est d'aider, le bébé à construire cette motricité qui est hyper importante pour sa vie future. Alors, c'est tout simple, la manière dont vous l'installez. Oui.
mais on voit bien que ça le rassure, c'est pas plat, c'est important. Ouais. C'est pas plat, c'est important. Voilà. Souvent, quand les enfants sont petits, le problème de tenir la tête avec le plat, c'est il faut vraiment pousser. Donc là, quand on les met sur quelque chose d'un peu en hauteur, ils sont plus à l'aise. Voilà. Et puis la position plat-ventre lui va aussi très bien parce que c'est très bon pour le ventre. Hein. Et puis c'est la base, c'est vraiment le fondement de la motricité. Alors cette motricité, elle se construit dès le début, dans le ventre de la maman, déjà, où on tourne, voilà. Tout à fait. On a vu sous échographie un bébé qui faisait un salto arrière en mettant ses pieds à l'intérieur du ventre de la maman. C'est pour ça que souvent le cordon est autour du cou, parce que le bébé bouge beaucoup. Et donc quand il arrive au monde, il a 9 mois normalement de motricité déjà. Et on la continue. Alors on voit aussi qu'il y a la motricité, mais il y a bien davantage, et en particulier le regard, qui est le fondement du début de la communication, et puis le toucher. Et puis là, voilà, on parle. C'est ça, ouais, c'est ça. C'est vraiment très très important. Le bébé a besoin d'un regard pour se fixer dedans, pour grandir. Voilà. Donc le regard est toujours très important chez le bébé. Hein? Qu'est-ce que tu en penses? Toujours très très important. Et si on ne regarde pas assez l'enfant, il peut être dépressif. Hein? Ça va même jusque-là. On doit toujours être fier de son enfant. On doit être conscient des progrès qu'il est en train de faire et de la construction qu'il est en train de mettre en place. C'est très très surprenant le bébé. Le fait d'être à sa hauteur aussi comme ça change tout. Oui. Parce que quand on le regarde de haut, là... Le regard n'est pas loin. Et oui Hugo, on est à la même hauteur. T'es un humain comme moi. Petit coquin. Ah ouais, puis alors tu me regardes et tu regardes autour de toi. Il regarde partout. Oui, on a l'impression qu'il comprend. Oui. Ah ben, il comprend tout. Hein. Il comprend tout et puis il a déjà vécu une histoire un peu douloureuse. Donc je pense qu'il a une certaine maturité par rapport à certains bébés qui ont la chance, eux, par contre, de vivre un départ dans la vie beaucoup plus tranquille. Mais c'est génial. Les parents sont contents. Oui, alors les parents, on leur a demandé l'autorisation, bien sûr, et on sent leur sourire, leur fierté. C'est impressionnant. Sans sourire. Et c'est hyper important. Oui, regarde. Est-ce que tu veux te retourner? Je vais vous le laisser peut-être, ou encore... Il va se retourner, vous croyez? Je vais le faire retourner. Voilà, donc je fais voir aux parents comment retourner un bébé. On lui pousse le bras sur le côté, et puis là, voilà. Et voilà. Et c'est lui qui gère sa tête. Et voilà. Donc ce sont tous des petits gestes qui entrent dans la construction normale, dans le programme que l'on a là. Et donc je fais voir aux parents, quand on le retourne, au lieu de le retourner comme une crêpe, voilà. On suit le chemin normal du retournement. On l'enroule comme si c'était lui qui le faisait tout seul. Voilà, c'est ça, exactement. Voilà. Super. On va laisser Hugo continuer à être bien, parce on le sent. Ah oui, encore regardez ce bonheur. Les parents peuvent être fiers de lui. Ah ouais. Et puis d'eux, parce qu'ils ont passé une période difficile. Et il va très bien, ce bébé. Super. Au revoir Hugo. Continue à grandir et à être heureux avec papa, maman. C'est génial. Voilà. Merci Dominique. On va continuer à avoir des plus grands maintenant. Merci à Jean-Marc pour la réalisation. Merci Jean-Marc. Hugo, tout à l'heure, Dominique, il avait 9 mois. Maintenant, on a franchi un bond considérable avec Antonin. Voilà, pratiquement 2 ans, c'est ça. Voilà, Antonin, c'est un enfant dont je vois tout de suite que la motricité est bien en place. Voilà. Un enfant qui n'a pas fait le 4 pattes ne peut pas descendre comme il vient de faire. Voilà, d'accord. Oui, parce que, attention... Là, il est tout petit et il arrive à faire ça. D'accord. C'est nettement plus grand, le trou est nettement plus grand que lui, il faut qu'il se lâche. Voilà, il faut qu'il se lâche, il faut d'abord qu'il construise son retournement. On ne descend pas de face, c'est pas possible au niveau sécurité. Donc il fait le retournement et donc après, il s'accroche ici et il descend. Et ça, c'est toute une construction qui est partie du plat-ventre, comme on a pu voir avec le petit Hugo tout à l'heure.
Allez, il va remonter. Il va remonter. Il va Tu viens? remonter. Allez, viens. Ah non, il a envie d'aller se promener ailleurs. Parce qu'il a essayé. Au fond, c'est un petit peu ça. C'est comme il y a plein d'autres activités, c'est le plaisir de découvrir. Exactement. Et contrairement à ce qu'on peut penser, l'enfant ne papillonne pas, enfin papillonne un peu, mais c'est pas du zapping. C'est simplement, il est attiré par une situation qui sait, lui, qui va lui apporter quelque chose. Il le sait? Il le sait. C'est pas vrai. Ah, mais c'est impressionnant. L'enfant, c'est lui qui connaît son corps, c'est lui qui connaît son histoire, d'accord ? Donc, de quel droit, nous, les adultes, on va lui dire passe pas comme ça, fais comme si. On est tous différents, on a une histoire différente déjà dès la conception. Donc, du coup, l'enfant, lui, il ressent au plus profond de lui s'il est capable de le faire. Et quand papa et maman lui ont fait confiance depuis la naissance, parce que c'est ça la clé, lui ont fait confiance depuis la naissance en étant présent, et à ce moment-là, les parents peuvent lui dire vas-y, je sais que tu peux le faire. Et lui aussi le sait. Alors moi, je me dis que peut-être il n'a pas très envie de retourner parce que malgré papa-maman, il n'a pas envie. Peut-être qu'il a eu un petit moment de stress quand il s'est lâché. Moi, je trouve ça hallucinant qu'il se lâche. Ouais, je pense pas parce qu'il l'a déjà fait hier. Il l'a déjà fait. Voilà. En fait, c'est un contexte un peu différent. Et hier, il était plus avec papa et maman. Là, je suis un peu trop sur lui. Et puis, il y a le micro, voilà. Donc, peut-être qu'il est impressionné. Tu veux pas venir, Antonin? Non. Non. On l'a vu une fois. On l'a vu une fois. Oui. À moins qu'il passe ailleurs, là. Voilà. Donc, il est fatigué. Ouais, il est fatigué. Les parents nous disent parce que il y a un engagement qui est impressionnant de ces enfants. C'est complètement du sport. Alors, votre activité qui est l'éveil des enfants, l'éveil physique des enfants, vous dites c'est du sport. Ah, c'est du sport. Je veux dire que c'est aussi fatigant que ce que vous pouvez faire en sport, vous. L'intensité qu'ils mettent, l'énergie qu'ils mettent, et puis cette construction qui est fatigante. Hein. Moi, je le vois très très bien avec des enfants qui viennent, qui sont tout petits, comme le petit Hugo tout à l'heure, qui était prématuré. Donc il va faire des choses qui lui demandent énormément d'énergie. Donc l'énergie, ça fatigue, quoi, quand on passe de l'énergie. Mais c'est une très bonne fatigue. Ça veut dire que les enfants mangent bien, dorment bien, sont heureux. Vous l'avez remarqué tout à l'heure. Et les parents aussi, c'est impressionnant. Aussi. Donc c'est un cercle vertueux qui fait que l'enfant se développe bien. Et ça fera un adulte qui sera bien dans son corps et dans sa peau, quoi. C'est impressionnant. Alors évidemment, on ne peut pas trop filmer parce qu'il y a le droit à l'image des enfants, mais on voit ce bonheur qu'ils ont, ce sourire. Moi, je disais en ouvrant cette fête des jeux, c'est la banane des adultes, mais c'est la banane des enfants aussi. Oui, c'est ça. Exactement. De toute façon, on est sur un âge où l'enfant a besoin de connaître son corps. Il a besoin, donc on ne peut connaître son corps qu'en le bougeant. Qu'en l'explorant. Alors, il faut aussi un contexte de sécurité, une connaissance aussi. Qui permet, sur les obstacles que vous leur proposez, que ce soit à la fois difficile, mais en même temps sécure. Il y a un terme qui est très très beau, c'est la délicieuse incertitude. C'est-à-dire que, et nous on fonctionne comme ça les adultes, c'est-à-dire que je vais faire quelque chose qui me gratouille un petit peu parce que j'ai un petit peu peur, mais je sais que je vais y arriver. Et à ce moment-là, je passe ce cap où j'y suis arrivée et c'est là que je grandis. Et c'est ce qu'on fait à longueur de séance avec les enfants. Donc alors ça se développe, votre activité qui est née chez nous à Villars, dans la région stéphanoise, et qui maintenant essaime un petit peu partout avec des formations aussi pour les encadrants. Donc moi je fais des conférences sur la construction de la motricité du bébé, l'acquisition de la marche, et puis après on fait des formations. Nous sommes plusieurs formateurs sur la France, pour ce concept-là. Donc c'est important. Les parents ne sont pas du tout préparés à avoir, surtout pour le premier, à parler de cette motricité parce que à la maternité. Ça paraît naturel, ça paraît naturel, ça va venir tout seul. Oui, alors qu'on peut leur permettre d'être encore plus heureux, Exactement. En étant conscient de ce qu'ils sont en train de construire, on les observe avec un regard bienveillant.
Et je vous assure, moi je les observerai pendant des heures et des heures parce que c'est trop bien. Un petit pied qui se met sur le bord pour descendre, une petite main qui s'accroche, un regard qui cherche. Mais c'est fabuleux, c'est fabuleux. L'être humain est fabuleux et le bébé est particulièrement fabuleux. Merci Dominique, merci à Jean-Marc, merci aussi à nos collaborateurs, Voilà. les parents qui Voilà. ont joué le jeu magnifiquement, Oh oui, et puis oh oui. nos deux bambins qui à 10 mois et à Ouais. 28 mois Ouais. sont en train de devenir des enfants heureux. C'est ça, c'est important. Vraiment, c'est important et c'est notre devoir d'adulte. Hein. C'est notre devoir d'adulte. Mais encore faut-il le savoir, ce qu'il faut faire. Voilà. Merci. Merci à Jean-Marc pour la réalisation technique.